Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Madame la Présidente, nous concluons encore une semaine ici à l'Assemblée législative. Et voici où en sont les choses avec ce gouvernement. Un leader parlementaire sous enquête de la GRC, décision du gouvernement aussi qui font l'objet d'une enquête, et un premier ministre qui défend tous ses ministres. Et après des années de titres embarrassants, nous ne sommes pas plus près de recevoir des réponses de la part de ce gouvernement concernant la manière choisie pour attribuer des fonds dans le cadre du Fonds de développement des compétences. Je demande au Premier ministre, comment se fait-il que tant d'amis intimes du gouvernement ont reçu des financements? Comme je l'ai déjà dit, Madame la Présidente, lorsque nous prenons des décisions, nous évaluons selon de larges priorités du gouvernement. Une en particulier hier, le gouvernement a annoncé la réfection des réacteurs nucléaires de Pickering, réfection qui va créer environ 37 000 emplois qui contribuent plus de 45 000 milliards de dollars à l'économie. Donc, lorsque nous prenons des décisions quant à la formation des membres des métiers spécialisés, c'est en pensant à la construction de notre nation avec un engagement de 200 milliards de dollars dans les infrastructures. Lorsqu'on se penche sur des projets de réflexion comme celui qui a été annoncé hier, les ministres étaient présents, soutenus par des représentants des métiers spécialisés qui reconnaissent que ce projet les mettra au travail. Et si cela dépendait des députés d'en face, eh bien, ils auraient été mis à pied. Voilà pourquoi nous les formons. Chef de l'opposition, c'est dommage que le Premier ministre ait organisé un point de presse pour ce moment précis, pour ne pas répondre aux questions ici sur place. Nous n'allons pas emprunter cette fois, encore une fois aujourd'hui. Je vais avertir les députés s'ils ne suivent pas les règles. Le gouvernement peut-être en a marre d'entendre ces questions et moi, j'en ai marre de les poser. Voilà pourquoi j'ai envoyé une plainte au commissaire à l'intégrité cette semaine. Les Ontariens méritent des réponses et je vais me battre pour les avoir. Est-ce que le Premier ministre dira toute la vérité sur sa participation, une pleine divulgation, une pleine transparence sur tous les tenants et aboutissants politiques liés aux décisions du Fonds de développement des compétences? Ministre du Travail, je suis toujours ravi de prendre la parole pour parler du travail de ce gouvernement pour investir dans la formation de la prochaine génération. Comme je le disais, ce gouvernement est dédié à bâtir ce pays. Nous travaillons avec le gouvernement fédéral, avec les provinces. Nous travaillons ensemble pour bâtir ce pays. Et j'aimerais souligner un projet que nous venons d'annoncer hier. S'il dépendait des députés français, il aurait donné aux travailleurs de Pickering des avis de licenciement. Mais nous allons investir pour créer 37 000 emplois. Et c'est ce qui est très emballant. 80 des dépenses se feront ici même au Canada, en Ontario. C'est incroyable. Pour soutenir nos entreprises locales. Et les entreprises savent que lorsqu'il s'agit de projets de formation, eh bien, ce gouvernement les aidera. Chef de l'opposition, adopter une posture partisane, eh bien, on est obligé de faire un don à la circonscription du ministre si on veut obtenir des financements. C'est ça la vérité. C'est hors de tout doute. Les Ontariens en ont marre des excuses sans fin de ce ministre. Ils veulent qu'il s'en aille. Donc, je repose la question au Premier ministre. Est-ce que vous allez écouter les Ontariens et limoger ce ministre? Monsieur le ministre, comme je l'ai dit, Madame la Présidente, nous avons investi dans des projets qui ont contribué des dizaines
de milliers de dollars aux députés d'en face, mais apparemment, ça n'a aucune importance. Nous investissons surtout dans des projets dirigés par d'anciens candidats du parti d'en face. Mais ce qui importe, ce sont les mérites, ce sont les avantages des programmes de formation que nous finançons et dont il s'occupe. Cet chef a fait campagne sur le licenciement des travailleurs du secteur nucléaire et ne peut pas identifier un seul centre de formation auquel elle s'est rendue. Et je sais, parce que ces personnes nous ont dit qu'elles l'ont invitée et elles refusent de s'y rendre. Mais ce n'est pas surprenant parce que ce parti a abandonné le milieu du travail. Le néo-démocrate était le parti du travail avant, mais maintenant, ce sont les conservateurs de Doug Ford, chef de l'opposition officielle. Il est choquant de penser à la profondeur de ce scandale, de tous ces liens au gouvernement. Lors du 5e tour du Fonds de développement de commerce, une entreprise albertaine a reçu 900 000 $ du gouvernement ontarien. Est-ce que le ministre savait que sa femme était lobbyiste de cette entreprise, Technology North? Monsieur le ministre, encore une fois, Madame la Présidente, c'est honteux que vous parliez des membres de la famille, des gens travailleurs comme ma femme qui respectent absolument les règles du commissaire à l'intégrité. Encore une fois, Madame la Présidente, nous sommes fiers d'investir dans des projets qui vont bâtir ce pays, qui vont mettre au travail les hommes et les femmes de cette province. Nous avons un projet pour construire des autoroutes, pour construire des transports collectifs après des années de négligence. Un plan qui va faire de l'Ontario une superpuissance énergétique. Des dizaines de milliers d'emplois à Pickering grâce à la réfection des réacteurs nucléaires et peut-être de nouveaux projets nucléaires comme dans des collectivités comme la mienne. Nous avons un ministre de l'Énergie qui permet à l'Ontario de se lever, d'être debout pour former les talents dont nous avons besoin aujourd'hui et demain. Chef de l'opposition officielle, je n'ai pas entendu une réponse à la question. On aura besoin d'une preuve, car la femme du ministre, Faith Shipman, est lobbyiste pour Technology Nord en Alberta, mais aussi ici en Ontario. Le ministre peut nous dire qu'il n'y a rien à voir. Et pourtant, c'est lui qui contrôle le fond. Vous avez le directeur de campagne du Premier ministre. Il y a le Paris Group et maintenant, il y a l'épouse du ministre. Est-ce que le ministre a attribué une subvention de 900 000 $ à Technology Nord parce que sa femme est une lobbyiste de cette entreprise? Eh bien, la réponse est non. Ce gouvernement, comme je l'ai dit, s'engage à soutenir des projets de formation dans tous les coins de la province. Ce matin, j'ai rencontré des représentants de nos syndicats qui étaient déçus que le député d'en face s'oppose au programme de formation qui les soutiennent en proposant des programmes de formation pour construire ce pays, pour construire des projets qui vont définir la province, définir le pays, qui vont mettre au travail les femmes et les hommes de cette province, en éliminer les obstacles au programme d'apprentissage. Et les statistiques le démontrent. Le député ne peut pas citer un seul syndicat, une seule bourse du travail à laquelle elle s'est rendue. Dernière question complémentaire. Madame la Présidente, ce ministre dira tout et n'importe quoi pour éviter des questions sur cette corruption. C'est le lien direct entre ce ministre, entre les personnes qui prennent des décisions et les personnes qui en tirent profit. Ce n'est jamais la population ontarienne, ce n'est jamais les travailleurs. C'est toujours la question de ce ministre et de ce gouvernement, de leurs initiés, de leurs petits copains, la longue liste de lobbyistes qui ont fait des millions de dollars grâce à leur lien à ce gouvernement se fait chaque fois plus longue. Hier, on a appris que les emplois manufacturés sont au niveau de 1976.
Combien de travailleurs au chômage ne se font pas former justement parce que le ministre utilise le fonds comme une caisse noire pour ses amis et sa famille? Monsieur le ministre, Madame la Présidente, c'est complètement inexact et nous allons mettre l'accent sur ces projets de formation. Et après chaque tour du programme, cela aide les travailleurs à trouver un emploi. Il y a un audit financier, il y a des rapports d'étapes chaque mois et chaque dollar finance la formation. De la pandémie à la guerre commerciale menée par le président Trump, nous aidons les hommes et les femmes de tous âges de faire front à cette perturbation, à cette instabilité sur le marché du travail. Nous sommes fiers de ce programme qui fait ces investissements. Il y a une hausse du nombre d'inscriptions et dans des programmes d'apprentissage pour la formation avec l'intelligence artificielle, mais aussi pour les PSSP. Et c'est ça ce qu'on fait, nous, chef du troisième parti. Ma question s'adresse au Premier ministre. La part dans l'économie de l'emploi manufacturier est au plus bas depuis 1976. Ce n'est pas parce il y a 9 trimestres successifs de baisse. Le gouvernement continue à jeter de l'argent par les fenêtres pour ses amis et pour ses initiés. Et cette pourriture qui est le fonds de développement des compétences. Il n'y a pas de projet pour l'emploi. Le chômage est à un niveau record et le Premier ministre trouve que la solution, c'est donner 10 millions de dollars à des amis. Quand est-ce que le Premier ministre va prendre au sérieux la question des emplois manufacturiers ici en Ontario? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Merci pour cette question importante. Reculons un peu. Lorsque le gouvernement auquel il a participé a dit aux manufacturiers que nous ne vous voulons pas ici dans cette province. Nous voulons une économie des services et ils ont abandonné le secteur manufacturier. 300 000 emplois manufacturiers plus tard, le Premier ministre Ford et notre gouvernement ont été élus du point bas du gouvernement de Kathleen Wynne. Nous avons créé 830 000 emplois manufacturiers. Car nous défendons les travailleurs du secteur manufacturier, acier, automobile, bois d'œuvre. Partout dans la province, nous soutenons le secteur manufacturier, nous soutenons les travailleurs et plus encore, nous avons réduit l'impôt sur le secteur manufacturier pour attirer encore plus de capitaux dans ce secteur clé pour l'emploi. C'est intéressant que le ministre vienne de le dire cela. Donc, il parle de 830 000 emplois en 7 ans. C'est beaucoup moins que la croissance démographique. Ce n'est pas une question de l'emploi. C'est un spectacle. Ils ont tellement hâte de passer d'une chose à l'autre. Et pour ce qui est de la mise en chantier des projets de logement, nous sommes classés bon dernier. Et de loin, cet écart grandit. Ils ont des dizaines de milliers d'emplois qu'ils ont eux-mêmes soumis à un audit scientifique. Les personnes qui mouraient ne pouvaient pas obtenir les fonds dont ils avaient besoin pour mourir chez eux. Le gouvernement dit qu'il prend au sérieux l'emploi et on attend. Monsieur le ministre, que fait un gouvernement peu sérieux? Ils ont dit qu'ils allaient fermer la centrale nucléaire de Pickering. C'est ce que disait l'ancien gouvernement libéral. Alors qu'hier, j'ai été très fier d'être dans ma circonscription de Pickering-Uxbridge avec le ministre de l'Énergie et des Mines pour annoncer la réfection des centrales de Pickering qui vont alimenter 2,2 millions de ménages avec l'énergie propre, avec de bons emplois. Et vous savez combien d'emplois cela représente? 30 000 nouveaux emplois dans le secteur de la construction.
sous leur gouvernement, il n'y aurait pas eu un seul emploi en vertu de leur politique. Nous défendons une vision pour cette province, nous défendons le futur de la province et nous le faisons aujourd'hui. Dernière question complémentaire. Sous ce gouvernement, il y a de plus en plus d'erreurs et il y a de moins en moins d'emplois. Et si vous voulez une représentation visuelle de ce que cela représente, eh bien, il suffit de regarder les panneaux que le Premier ministre a envoyés pour remplacer les photoradars. Énormes, panneaux énormes, absurdément énormes. Moi, j'y rentre 3 fois et moi, je suis gros. Donc, vous avez un gros panneau, mais ça ne compense pas la construction d'une usine, ou d'un plan, pardon, l'élaboration d'un plan. Si le gouvernement prenait cela au sérieux, on ne parlait pas d'audit, de clubs de striptease et de tout cela. La vraie question, c'est quand est-ce que le Premier ministre va prendre au sérieux son travail et l'emploi des Ontariens. Monsieur le ministre, merci beaucoup, Madame la Présidente. Le député d'en face est à la recherche d'un plan pour l'emploi et il en a sous les yeux l'autorisation d'une réflexion d'une centrale nucléaire qui va créer 37 000 nouveaux emplois nets à partir de 2026 pour la population. Un actif nucléaire que le Parti libéral voulait fermer en tournant le dos à des milliers de travailleurs. Si les députés d'en face cherchent un plan pour l'emploi, eh bien, regardez l'avantage nucléaire qui va utiliser 90% des dépenses qui vont rester en Ontario en soutenant les travailleurs, et nos chaînes d'approvisionnement. Nous voulons que les députés d'en face soutiennent notre plan pour soutenir l'énergie, pour construire de nouvelles centrales nucléaires, pour alimenter la chaîne d'approvisionnement, pour mettre au travail 30 000 Ontariens et Ontariennes de plus. Député de Don Valley Ouest, le rapport du Bureau de la responsabilité financière montre que la belle vision économique du gouvernement ne fonctionne pas. Le taux de chômage est maintenant à 7,8 et les villes de la province occupent maintenant les 4 premières places dans la liste des villes au Canada qui ont le taux de chômage le plus élevé. Que fait ce gouvernement face à cette crise de l'emploi? Il se targue du Fonds de l'Union des compétences qui n'était ni juste, ni transparent, ni responsable aux yeux du Bureau de la responsabilité financière. Le gouvernement donne de l'argent aux amis et non pas aux projets qui en avaient besoin. Est-ce que le ministre est prêt à prendre la parole aujourd'hui pour dire qu'il avait tort? En fait, ce qui ne marchait pas, c'était les politiques irresponsables de l'ancien gouvernement libéral. Je sais que ça fait mal, mais la vérité fait mal. C'est douloureux. Il est douloureux d'entendre que notre gouvernement s'est développé de 850 milliards à 1,2 milliards de dollars. Et ça fait mal d'entendre que sur le gouvernement, il y avait 750 000 emplois manufacturiers de moins sous leur gouvernement. Et maintenant, il y a 80 000 que cela maintenant, 830 000. Le ministre de l'Énergie, je sais que ça fait mal que quand nous vous donnons l'occasion de soutenir 30 000 nouveaux emplois de construction à Pickering et des dizaines d'autres milliers d'emplois à Durham et ailleurs, 50 000 de plus, vous avez la chance de voter pour la population, eh bien, levez-vous et défendez la province. Député de Don Valley West, c'est clair, le ministre des Finances ne veut pas parler du Fonds de développement des compétences parce qu'il sait qu'il ne peut pas défendre l'indéfensible. Il sait que le fonds ce fonds n'aide pas l'emploi. C'est une façon de donner des cadeaux aux amis et initiés du gouvernement. Ils ont obtenu de l'argent pour leur parti grâce aux dons. Ce plan existe depuis 2021, alors que le chômage a commencé à grimper en 2023 et nous avons plus de chômeurs que jamais dans son histoire. Le Fonds de développement des compétences est une débâcle. Au ministre des Finances, quand est-ce qu'il va intervenir pour arrêter l'envoi d'argent
dans le cadre du Fonds de développement des compétences. Il est difficile d'être à l'opposition. Je sais que c'est douloureux. Sous leur gouvernement, la note de crédit a été rétrogradée. C'est douloureux lorsque vous voyez une hausse de notre code de crédit. Nous donner plus d'argent aux entreprises, familles et aux travailleurs. L'énoncé économique, d'ailleurs, qu'ils ont rejeté, a souligné près de 12 milliards de dollars de coupures de taxes, d'impôts et de redevances, de l'argent dans les poches de nos concitoyens et concitoyennes. Il y a plus encore 11,5 milliards dans les poches des entreprises, dont 5,6 milliards de dollars dans les poches des PME. Madame la Présidente, mais les députés d'en face ont la possibilité de voter pour l'Ontario, voter pour notre plan énergétique, la réfection de Pickering, construction de petits modules réacteurs. Eh bien, rejoignez-nous. Dernière question complémentaire. Ce qui est dur, il est dur pour ce ministre des Finances de parler du Fonds de développement des compétences. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que donner de l'argent à ce fonds est un emploi irresponsable de l'argent des contribuables. Il ne veut pas admettre que ce programme n'a pas dynamisé l'emploi. Et parler de la création d'emplois, eh bien, ce n'est pas la même chose que la création d'emplois. Le chômage des jeunes est un record sous ce gouvernement. Nous savons que des bandes recrutent ces jeunes dans des bandes criminelles. Ils ne peuvent pas trouver un emploi. Dans ma circonscription, les parents de ces jeunes s'inquiètent que leurs enfants soient les personnes recrutées dans ces bandes criminelles, alors que le programme que ce gouvernement a rejeté aurait donné du travail à 75 000 emplois, 75 000 jeunes. Quand est-ce qu'il va aider les jeunes à trouver un emploi au lieu d'aider les amis et initiés du parti PC? Monsieur le ministre, soyons clairs, Madame la Présidente, ce que la députée et les libéraux disent. Ils disent non aux hommes et aux femmes qui bâtissent cette province. Ils disent non aux travailleurs remarquables qui bâtissent cette province. Regardons de près l'annonce d'hier. Et qu'est-ce qu'ont dit les travailleurs ferraillers et métallurgiques? Ils savent que ce sont de bons travails, de bons emplois. Les charpentiers, l'IUNA, les Teamsters, la Société des professionnels, les ingénieurs, les tuyauteurs. Il est temps que l'opposition se réveille. Nous bâtissons la province, nous créons les conditions pour les bons emplois en soutenant les hommes et les femmes qui bâtissent cette province. Député de Mushkegowuk, James. To the Premier, Northern... Il y a eu plus de fermetures d'autoroutes sur l'autoroute 11 et 17 hier et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant plus de 24 heures, aux urgences de Kapuskasing étaient fermées parce que le médecin était coincé sur la route, mais le gouvernement a refusé d'agir. Il y a encore des accidents et des fermetures. Et l'hiver n'a même pas commencé. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer leur plan pour veiller à ce que ces autoroutes soient sécuritaires, pour rester ouvertes pour les familles, pour les hôpitaux, les travailleurs, les biens et l'activité économique? Parce que ce que vous faites ne marche tout simplement pas. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous avons déployé plus de 1400 équipements sur les autoroutes pour cette tâche, dans le nord notamment pour déneiger les autoroutes. Nous avons le taux de déneigement le plus élevé au Canada et nous dépassons ce niveau à 97% du temps. Nous avons amélioré l'entretien hivernal des autoroutes et à chaque fois que nous investissons en respect dans les budgets. L'énoncé économique contre lequel le député vote à chaque fois, nous investissons dans l'entretien des autoroutes et dans l'amélioration de l'entretien des autoroutes. Nous allons continuer à ce que ces autoroutes soient bien entretenues chaque hiver, comme nous le faisons chaque année, chaque hiver.
en ayant les autoroutes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. J'ai écouté attentivement le ministre et vos investissements ne semblent pas fonctionner. L'autoroute 11, l'autoroute transcanadienne qui relie le nord de la province entre North Bay et Cochrane entre janvier et septembre, était fermée combien de fois? 32 jours. 32 jours. Et c'est le ministre des Transports qui nous donne le chiffre. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, mais ça ne marche pas. C'est l'autoroute qui vous permet de rendre jusqu'au minéraux à Niggle Eagle, au lac Detour, qui alimente cette province. C'est une autoroute à 2 voies. Vous promettez des choses, mais vous ne tenez pas vos promesses. Quand est-ce que vous allez prendre les habitants du Nord et l'autoroute transcanadienne au sérieux? Monsieur le ministre, il n'y a aucun gouvernement qui a investi plus que notre gouvernement. Disons les choses clairement. Rien que l'année dernière, 500 millions de dollars dans le Nord et les députés d'en face à chaque fois votent contre. Ils sont fondamentalement en désaccord contre la construction d'autres 413, voies de contournement de Bradford, autoroute, investissement dans l'autoroute 11 avec notre plan de construire dans la circonscription du député, d'ailleurs, en face de projets pilotes. Le député vote à chaque fois contre le financement de ce projet. Nous avons un plan à 30 milliards de dollars sur les 10 ans à venir pour investir dans les autoroutes, dans les infrastructures et dans la construction des autoroutes dans le Nord. Et nous allons passer à la mise en chantier malgré l'opposition des néo-démocrates et des libéraux qui sont contre tout investissement dans ces secteurs. 1400 équipements déployés sur nos autoroutes pour veiller à la sécurité de nos concitoyens et nous allons continuer de tout faire dans ce sens. Député de Kingston et les îles. Personnel de la présidente du Conseil de Trésor de l'Ontario dit en anglais qu'elle est ensuring the provincial government Ça assure de la valeur contre avertir que quand le ministre du Travail avait personnellement choisi de financer des demandes de développement de compétences qui avaient de faibles cotes, il mettait sérieusement en danger cette value to taxpayers. L'argent allait aller à des projets qui avaient moins de chances d'aider les gens à trouver de l'emploi. D'ailleurs, c'est exactement ce que conclut la vérificatrice générale. À la présidente du Conseil du Trésor, est-ce que le ministre du Travail, lui, a carrément cassé les cotes? La présidente pour cette question très importante. Écoute, what we are doing in this province. Ce que l'on fait ici dans cette province et ce que je n'entends pas de la part des députés de l'autre côté, c'est d'appuyer la formation de ces hommes qui construisent notre province, Madame la Présidente. Ce que le ministre fait, il les aide à se former, à obtenir plus de compétences afin qu'ils rentrent dans la force du travail, que ce soit au niveau des maths, de l'ingénierie, le ministre des collèges et des universités, le ministère du Travail qui se concentre sur les travaux spécialisés, bien sûr, les charpentiers, les mécaniciens, tous ces hommes et ces femmes qui travaillent au sein de ces organismes, qui nous permettraient d'avoir des capacités nucléaires dans la province et qui appuient notre capacité manufacturière ici. En tant que gouvernement, nous leur fournissons les outils et les partenariats avec les syndicats et les autres organisations afin de s'assurer que nous puissions encore permettre à cette province de se développer. Le ministère de la Santé a donné son feu vert aux nouveaux cliniques de médecine familiale Midtown à Kingston. La clinique n'a pas pu signer de bail ni embaucher de personnel parce qu'elle attendait l'approbation du Conseil du Trésor. C'était frustrant parce que les gens attendent depuis longtemps un médecin de famille. Mais on devait patienter parce que le Conseil de Trésor devait faire son travail de s'assurer que le gouvernement en est pour notre argent. La présidente du Conseil de Trésor a-t-elle bel et bien validé le financement du Fonds de développement des compétences pour des demandeurs mal cotés ou
Est-ce que le ministre du Travail l'a dupé? Minister of Finance. Encore merci, Madame la Présidente, pour cette question très importante. Let's bring it back to my riding, and I'm sure for all of us. On va revenir à ma circonscription et je suis certain que pour toutes les personnes qui représentons nos électeurs, nous mettons les pelles à la terre. Le ministre appuie la construction d'une nouvelle école d'école avec plus de 88 espaces dans la santé, de plus 662 places dans l'école. Nous avons besoin de spécialistes, nous avons besoin de travailleurs spécialisés ici afin de construire cette province. 2 milliards d'infrastructures pour la province, pour reformer, pour mettre les compétences à l'échelle. Voici ce dont nous avons besoin plus que jamais, Madame la Présidente. Que ce soit un programme pour les apprentis ou un programme pour avoir un meilleur emploi ou autre, ou qu'il y ait un système de crédit double en année 12. Ils ne veulent pas appuyer les travailleurs de l'Ontario. La députée de York Sud-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Ma question va au ministre de Transport. Les Ontariens doivent se sentir en sécurité sur nos routes, mais les conduites à risque continuent de déverser les familles. Nous avons tous entendu des histoires qui nous brisent le cœur, comme Andrew McFarlow, père de 3, qui a été tué par un conducteur imprudent. Les Ontariens méritent une protection. Nous avons prévu une législation pour arrêter ces conducteurs et s'assurer de la sécurité. Comme merci au ministre d'expliquer comment les routes seront plus sûres pour tout le monde. Le ministre, merci beaucoup aux députés de York Southwest pour votre engagement et pour soulever ce point concernant la sécurité des routes. Personne ne devrait faire face à avoir le cœur brisé après le décès de quelqu'un. Voici pourquoi nous introduisons une loi dure afin de réduire ces conduites imprudentes. Cela concerne des suspensions permanentes pour les personnes qui conduisent de façon imprudente et qui sont responsables du décès d'une personne à cause de leur comportement. Et aussi pour les conducteurs distraits. Cela nous permettra de prendre des actions pour arrêter ces comportements inconscients et nous assurer que nos routes soient les plus sûres en Amérique du Nord. Le député de York Southwest. Merci pour la réponse. Notre gouvernement continue à mettre en priorité numéro 1 la sécurité des gens. Les familles dans ma circonscription voudraient connaître ces mesures et quelles différences elles feront. Ils voudraient aussi être sûrs que ce projet de loi permettra de mettre un terme à des tragédies telles que le décès d'Andrew. Il est important de faire montre de leadership et de prendre des actions immédiates pour s'assurer de la sécurité routière. Est-ce que le ministre pourrait nous faire part des détails concernant les modifications pour protéger les piétons et les conducteurs et améliorer la sécurité routière en Ontario? La réponse, le ministre. Merci encore aux députés pour sa question. Notre gouvernement veut s'assurer que les routes soient plus sûres que jamais et qu'il y ait des suspensions à vie pour les personnes qui ont tué quelqu'un sur la route à cause des 7 jours pour des conduites imprudentes et plus lorsqu'il y a des dommages corporels. Pour les récidivistes, nous allons aussi fournir des informations aux jeunes afin que les conduites imprudentes cessent avant qu'elles ne commencent. Toutes les familles qui ont été touchées par ces conduites imprudentes, nous voulons leur apporter du soutien pour les victimes et les enfants. Ce message envoie un message clair. La conduite dangereuse ne sera plus tolérée en Ontario. La sécurité des routes est la priorité numéro 1. Merci, Madame la Présidente. Le député de Quidning, Miigwech. Merci. Nous faisons les nations Anishinaabe et autres font face à des problèmes de sécurité routière et déclarent que c'est une crise. Les personnes sont plus vulnérables aussi pour le trafic de la personne et les crimes dus aux gangs.
et aux activités criminelles liées aux drogues. Quelles sont les actions prises par ce gouvernement pour régler la crise de protection chez les Premières Nations partout en Ontario? Le procureur général, merci Madame la Présidente. Nous avons pris plusieurs mesures et nous avons encore des conversations. En ce moment, nous sommes tout à fait au courant qu'il y a des défis avec les Premières Nations et nous voulons nous assurer de bien faire les choses et de les faire de concert avec eux. Nous nous rencontrons régulièrement pour parler des décrets et renforcer ces décrets, de trouver un moyen afin d'atteindre nos objectifs communs, que tout le monde soit en sécurité au sein des collectivités, de nous assurer que les ressources soient sur place. Et nous allons nous assurer que ce soit fait. Le député de Koignin, Miigwech, les conversations, les tables, ce n'est pas suffisant pour le moment. Les Premières Nations ont déclaré que c'était un état d'urgence et le gouvernement n'a pas répondu. Madame la Présidente, je sais que le Premier ministre parle des extractions à faire dans le Nord, mais il ignore la crise, les crises en finale, au niveau de la santé mentale, dépendance, sécurité publique et aussi dans le domaine de la santé. Quand est-ce que le Premier ministre va commencer à valoriser la vie des personnes des Premières Nations? Au lieu de voir des dollars sur notre territoire. Le procureur général. Madame la Présidente, notre gouvernement combien les difficultés spécifiques aux communautés des Premières Nations et nous comprenons que les réactions doivent être ajustées concernant le bien-être et pour appuyer la prévention, les efforts de rétablissement avec le programme d'urgence. Cet état d'urgence a été déclaré suite à des violences et nous travaillons main dans la main avec nos partenaires fédéraux. Il y a beaucoup d'argent pour améliorer le bien-être et la santé. Ceci comprend 16 millions pour la santé mentale et les services liés aux drogues et aux opioïdes. Nous avons alloué 110 millions pour nous assurer d'être prêts et appuyer les organisations collectivités et élargir les programmes. Donc, nous ne nous rencontrons pas seulement à des tables pour discuter. Nous mettons les ressources en place et nous passons à l'action. La députée d'Ottawa. La mauvaise manutention des financements par le gouvernement démontre un fiasco réel. Plutôt que de se concentrer sur l'accès aux soins de la santé et des faits qui touchent les Ontariens. Ceci est vraiment dérangeant, surtout pour la communauté francophone. Cela fait plus d'1 an depuis que le gouvernement a reçu un plan provincial qui est important, qui a été mis en place par l'hôpital Montfort. Et le gouvernement l'a commandé pour améliorer les services en français dans le domaine de la santé. Cela fait plus d'1 an et malgré le travail qui a été fait, malgré l'urgence, le gouvernement reste silencieux. Donc, je fournis cette opportunité au ministre de nous fournir une réponse. Quand est-ce que le gouvernement va enfin répondre à ce projet de Montfort et investir au niveau des soins de santé francophones afin que les collectivités puissent recevoir les services auxquels ils s'attendent? La ministre, merci à la députée de l'autre côté qui a soulevé ce point vraiment important, dit la ministre de la Santé. Comme vous le savez, nous avons commencé il y a 10 ans à élargir les équipes multidisciplinaires. Nous travaillons dans le domaine de la santé. Nous avons investi plus de 2 milliards de dollars au mois de février 2024. Vous vous souviendrez, nous avons annoncé la première ronde de 78 équipes élargies et multidisciplinaires partout en Ontario. Elles fonctionnent maintenant. Elles accèdent de nouveaux récents. L'expansion la plus importante était au mois de juin cette année. Encore une fois, nous voulons nous assurer qu'il y a un bon accès aux soins premiers. L'Ontario doit diriger le Canada à faire l'exemple. Nous en faisons plus. Au niveau des investissements, nous sommes en train d'évaluer en fonction d'investissements qui nous sommes parvenus au mois de septembre et je vous donnerai des nouvelles bientôt. La députée d'Ottawa-Vanier, présidente,
Évidemment, ce gouvernement continue d'oublier les problèmes auxquels fait face la communauté francophone pour accéder aux services. La ministre a oublié de mentionner le mot francophone. Est-ce que quelqu'un a entendu ce mot? Donc, de toute évidence, il y a une certaine mécompréhension et cette urgence ne pourrait être plus claire à Vanier. Il y a une communauté francophone importante et 10 000 résidents n'ont pas de soins primaires. De nombreux nouveaux arrivants s'appuient sur le système francophone. Et ma mère, par exemple, ne peut pas penser à expliquer des problèmes compliqués en anglais. L'accès aux soins premiers en français est inadapté. Donc, ministre, quel est votre plan précis pour vous assurer d'augmenter des infirmières, des prestataires de la santé en français, ainsi que les médecins au sein des collèges et des universités? Réponse, la ministère. Ce serait peut-être utile de ressortir la demande à la députée de l'autre côté, alors que nous commençons ces élargissements. Nous avons déjà évidemment les communautés qui ont un taux d'attachement le plus élevé. Et je le dis tout en sachant que c'est l'Ontario qui mène la danse au Canada avec un taux d'attachement de 90%. Le processus et les demandes, s'il y a des besoins importants, y a-t-il des communautés avec des populations plus importantes au niveau francophone et des Premières Nations? Elles ont été mises sur la liste de priorités. De suggérer que nous ne travaillons pas de façon active, surtout avec Montfort, alors qu'ils sont vraiment des leaders pour s'assurer que que des personnes qui veulent venir en Ontario puissent pratiquer leur profession dans le domaine de la santé. Nous le faisons, nous l'avons déjà fait avec Practice Ready Ontario, nous le faisons encore avec le CPSO, qui est le Collège des praticiens. Député de Unionville. Merci, Madame la Présidente. Ma question va au ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté. La population ontarienne est une des plus diverses au Canada et cette diversité est notre force. Cependant, nous avons vu une croissance des incidents haineux dans des endroits de culte, des lieux culturels et envers des organisations culturelles. Ces actions de haine menacent la sécurité et le bien-être de nos collectivités, mais elles vont à l'encontre de toutes les valeurs que nous mettons en avant. À Markham-Unionville, ma circonscription et partout dans la province, nous voulons nous assurer que le gouvernement prend des mesures pour protéger nos communautés et d'empêcher que tout ceci se poursuive. Est-ce que le ministre pourrait expliquer à la Chambre ce que fait le gouvernement pour combattre la haine et s'assurer que les Ontariens se sentent en sécurité au sein de leur communauté? Député de Scarborough-Agincourt. Merci, Madame la Présidente, et merci au député pour sa question. Le racisme, la haine, la discrimination sont interdits en Ontario. Nous ne les tolérons jamais. Voici pourquoi notre gouvernement continue de travailler avec des partenaires communautaires et des organisations, avec des communautés culturelles, afin de mettre en place des solutions pour les centres communautaires pour combattre la haine et s'assurer de la sécurité des communautés. Plus tôt ce mois-ci, notre gouvernement a lancé une autre subvention contre la haine. Depuis le mois de mai 2023, nous avons investi 58 millions afin d'aider les organisations communautaires pour renforcer la sécurité, par exemple, au lieu de culte et ailleurs. La haine n'a pas sa place en Ontario et nos mesures sont décisives pour s'assurer que les personnes puissent pratiquer leur culte et qu'ils puissent élever leur famille. Retour au député de Markham-Unionville. Merci à l'assistant parlementaire pour sa réponse. Merci, Madame la Présidente. De se mettre à niveau, c'est essentiel pour faire face à la haine et à ses problèmes. Voici pourquoi nous avons le subvention de sécurité contre le racisme.
Cette subvention est importante pour s'assurer d'un environnement sécuritaire et inclusif pour tous. Nous savons que l'investissement seul est seulement une partie de la solution. L'éducation, la prévention sont des points essentiels pour régler les problèmes à la racine de la haine et de la mécompréhension au sein des communautés. Nous travaillons sur ces mesures physiques pour s'assurer de l'inclusion et empêcher la haine. Madame la Présidente, est-ce que l'assistant parlementaire peut expliquer les autres étapes que nous mettons en place pour sensibiliser tout le monde et pour s'assurer que la province soit un endroit où tout le monde se sente respecté et en sécurité? Député de Scarborough Agincourt, merci encore, Madame la Présidente, et merci aux députés d'avoir soulevé ce point important. Vous avez raison, combattre la haine, cela demande plus que des mises à jour au niveau de la sécurité. Voici pourquoi, en plus de cette subvention, nous investissons au niveau de l'éducation et des initiatives de diffusion sociale pour promouvoir l'unité, l'inclusion et l'acceptance. Entre 2021 et après, le ministère du Multiculturalisme a soutenu 82 projets de sensibilisation culturelle pour sensibiliser à la haine et s'assurer que les communautés soient plus unies. Voici pourquoi nous avons publié ce plan stratégique contre le racisme avec 49 initiatives de 14 ministères ainsi que des investissements pour faire tomber les barrières et renforcer les communautés. Présidente, ma question est pour la ministre de la Santé. Speaker, 72% of Northern Health 72% des hôpitaux dans le nord de l'Ontario font face à un déficit. Ils tentent d'être aussi efficaces que possible, mais ils n'ont pas le choix que d'annuler des programmes et de licencier. Le député de Sudbury et moi-même, nous sommes rendus à l'hôpital de North Bay. Ils ont des problèmes. Ils ont licencié 42 travailleurs de première ligne, les thérapeutes, et la liste se continue. Même le département des urgences où l'on attend pendant 12 heures. Que fait le ministre pour protéger l'accès aux services de la santé pour les personnes qui vivent à North Bay? Ministre de la Santé. Non seulement c'est approprié, mais c'est nécessaire pour nous de travailler avec nos partenaires hospitaliers pour nous assurer qu'ils aient un bon bilan. Voici pourquoi nous leur avons demandé un plan sur 3 ans pour connaître leurs intentions. Nous voyons que les hôpitaux maintenant nous envoient leurs projets qui montrent qu'ils peuvent s'améliorer et améliorer l'accès aux soins. Et je répète, il n'y a aucune modification au niveau de la prestation des services actuels. Que font nos partenaires hospitaliers? C'est parfait ce qu'ils font, c'est très bien. Et s'ils le font de façon régulière, ils revoient leurs opérations pour s'assurer qu'ils fournissent les bons soins dans la communauté, qu'ils s'assurent que les travailleurs de première ligne soient présents aux besoins. Député de Sudbury, je vais m'assurer que la ministre fasse un suivi avec les 3 personnes qui ont des enfants et qui ne peuvent se permettre des soins de santé. Bon, nous nous sommes rendus à North Bay et en fonction, donc 40 travailleurs de la santé vont perdre leur emploi et personne du PC n'est allé leur parler. Les nouveaux démocrates s'inquiètent des travailleurs. Et je travaille pour eux de façon quotidienne. Quand est-ce que le Premier ministre va commencer à travailler pour ces 40 travailleurs du domaine de la santé à North Bay? La ministre de la Santé, j'espère que le député a vu aussi le centre de santé de North Bay, puisqu'ils ont réalisé que depuis 3 ans, nous avons augmenté de 4% le budget. J'imagine que votre réponse, c'est que vous avez seulement oublié ce point crucial. Quand il y a plus de 100 000
infirmières depuis 2019. Nous fournissons plus d'occasions pour se former au sein de nos communautés. C'est là où on commence à voir des répercussions positives qui nous permettent de nous assurer que nos partenaires hospitaliers soient en bonne place et qu'ils puissent bien fournir les services. Nous continuons à faire cela. Comme je vous l'ai dit, 4% de leur budget. Cela fait 4 ans que nous sommes là pour les hôpitaux et nous allons continuer à faire de même. Député de Beaches, East York. L'industrie de l'artisanat en Ontario est importante. Cela déclenche des emplois locaux. Cela permet un accroissement du tourisme, surtout dans les communautés du Nord. 680 000 $ ajoutés à notre PNB, de nombreux emplois. Mais les taxes sont obsolètes et injustes. 90% des personnes en Ontario payent les mêmes taxes que Michael Burrs, qui sont bien plus établies. Ils paient 78% sur le premier hectolitre de bière par rapport à 10% en Alberta et comparé à d'autres brasseurs. Donc, quand est-ce que vous allez revoir la structure de la taxe afin que les petites brasseries puissent non seulement survivre, mais qu'elles puissent s'épanouir en Ontario? Le ministère des Finances, c'était une fabuleuse approbation de notre plan pour l'Ontario. Merveilleux. Je n'aurais pu l'écrire d'une meilleure façon. Il n'y a aucun gouvernement qui n'ait appuyé les brasseurs artisanaux. Il y a une augmentation d'emplois de 33% avec les producteurs locaux depuis que nous sommes modernisés. Nous avons réduit les impôts pour ces brasseurs artisanaux de 50% et que cela leur permette d'investir dans leur brasserie, qu'ils puissent embaucher plus de personnes et fournir plus de produits. Vous savez, le VQA, c'est l'association en Ontario. Leurs volumes ont augmenté de 79%. Madame la Présidente, nous avons eu une renaissance de ces producteurs en Ontario qui n'ont jamais reçu autant de soutien d'un autre gouvernement. Et nous appuyons ainsi ces produits merveilleux faits en Ontario. Nous savons combien le Premier ministre est obsédé avec l'alcool, Crown Royal, la bière, les mettre dans les magasins de dépanneurs. C'est une histoire d'amour. Cependant, le ministre des Finances a demandé au LCBO d'augmenter les prix et que cela fasse part d'un programme de vente en gros. Les impôts ont augmenté et le doigt a été pointé sur le LCBO. Encore une fois, il y a eu ces jeux avec les prix abusifs. Ce projet de loi ne se passera pas bien avec les Ontariens et cela sape notre atout concurrentiel. Ma question va au ministre des Finances. Pourquoi est-ce que vous avez demandé au LCBO d'augmenter de façon tellement drastique l'augmentation du prix de l'alcool alors que les Ontariens doivent faire quelque chose pour se remettre de ce gouvernement? Le ministre des Finances, Madame la Présidente, je voudrais signaler à la députée de vérifier ses sources. Ce gouvernement a réduit les frais, les taxes, les impôts, plus qu'aucun gouvernement en Ontario, seulement pour les brasseurs artisanaux, les producteurs de vin, ceux de cidre et des alcools forts. Demandez-leur, nous avons coupé les taxes de moitié, nous les avons réduites. Rappel à l'ordre. Madame la Présidente, 90 points de vente maintenant, 90 000. Ils ont augmenté l'impôt sur le vin, sur la bière et ils ont fait grimper les taxes quand ils étaient au gouvernement, alors que nous faisons l'inverse et que nous remettons de l'argent dans la poche des consommateurs et des producteurs d'alcool. C'est pour des petites entreprises. Ils nous ont dit que leurs revenus avaient augmenté de 30%. Et ce sont des petites entreprises. C'est un point gagnant-gagnant pour les personnes en Ontario. Député de Windsor-Tecumseh. Merci, Madame la Présidente. Ma question va au solliciteur général adjoint. Rappel à l'ordre. Les Ontariens doivent se sentir en sécurité
chez eux et dans la communauté, mais nous entendons encore et encore des criminels, des récidivistes qui sont libérés sous caution et qui vont récidiver le même jour, la même heure. Les conséquences sont sévères et les familles sont inquiètes pour leur bien-être et tournent l'œil vers le gouvernement, souhaitent leur soutien. Qu'est-ce que l'on va faire pour s'assurer de la sécurité? Voici pourquoi nous demandons des libérations sous caution plus dures et que le code pénal soit renforcé. Est-ce que le ministre pourrait nous faire savoir ce qu'il fait afin de pousser le gouvernement fédéral afin qu'il mette en place les réformes quant aux libérations sous caution? Le ministre pour sa réponse. Merci au député de Windsor-Tecumseh pour la question, dit le solliciteur général adjoint. Trop souvent, des criminels établis se retrouvent dans la rue. Avec le leadership de M. Ford, nous voulons prioriser les réformes concernant les condamnations et le renforcement du code pénal. Ces modifications sont les premières étapes pour restaurer la sécurité dans nos communautés et renforcer la confiance dans le système de justice. Bien sûr, il y a beaucoup à faire et nous n'allons pas faillir à notre engagement pour nous assurer que les Ontariens se sentent en sécurité. Les criminels et surtout les délinquants violents, nous voulons nous assurer qu'ils restent derrière les barreaux. Merci au solliciteur général adjoint pour sa réponse. Le projet de loi C-14 semble être un bon pas et dans la bonne direction concernant les réformes des projets de loi, mais nous devons en faire plus. Il y a trop de récidivistes violents qui continuent de marcher librement. Ceci ne peut se poursuivre. Avec ce gouvernement, nous nous assurons d'être à l'écoute de la voix des victimes et d'appuyer les personnes en uniforme pour que les criminels restent derrière les barreaux. Est-ce que le solliciteur général adjoint peut expliquer ce que fait nos gouvernements pour s'assurer que les communautés et les rues soient sécuritaires? On en revient au ministre adjoint. Merci, Madame la Présidente. Cette semaine, nous avons introduit la loi de garder les criminels derrière les barreaux. Si ce projet de loi est adopté, cela transformera la justice. Par exemple, une personne accusée ou la personne sous caution devront fournir une avance monétaire au moment de la libération. On peut aussi prendre sur les salaires ou des propriétés. Pour cela, il est important d'améliorer la vérification des personnes qui se portent sous caution, améliorer l'application de la loi, les outils de surveillance et appuyer l'équipe qui s'occupe des poursuites. Nous voulons restaurer la confiance dans le système de justice et notre gouvernement va continuer à mettre en place ces modifications et pousse aussi le gouvernement fédéral pour s'assurer de la justice et de la sécurité pour tout le monde ici. Question. Merci, Madame la Présidente. Ma question va au Premier ministre. Nombre de résidents font face aux augmentations au-dessus des lignes directrices. L'augmentation de loyer a été de 10 %. Ils ont peur qu'on leur augmente encore de 5 %. Alors que les salaires stagnent, ils ne savent pas s'ils peuvent se permettre de rester chez eux. Quand est-ce que le Premier ministre va passer à l'action pour protéger de tels locataires qui sont poussés presque dans la rue? Ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Madame la Présidente. Comme je l'ai dit à maintes reprises cette semaine, les prix de loyer ont diminué de 40 % à la Cité de Toronto. Il y a plus d'offres, il y a de meilleures concurrences et les taux chutent. Il y a aussi plus d'investissements dans le secteur qui ont augmenté de 17 %. Il y a 17 % de plus de mises en chantier année après année. 50 000 mises en chantier sur 3 ans. Nous avons réduit la TVH sur les logements locatifs et notre programme fonctionne. Et il y a des résultats positifs. Et on va continuer sur cette lancée. Nous allons conquérir ce secteur. Député de Toronto, Danforth.
Merci, Madame la Présidente. Mais je dois dire que mes commettants qui s'inquiètent de perdre leur logement ne vont pas être rassurés par cette réponse. Les changements récents à la Commission de l'allocation immobilière en vertu du projet de loi 60 vont permettre à ce que les propriétaires fonciers à expulser plus rapidement ces gens qui ont des difficultés à se loger, à se nourrir. Les locataires ont besoin de protection contre les propriétaires fonciers utilisant des pratiques déloyales. Quand est-ce que le gouvernement va finalement protéger ces locataires? Réponse, Monsieur le ministre. Propager des énoncés alarmistes ne va rien faire. Au contraire, ça va empirer les choses. Nous avons amélioré le processus, nous avons doublé la quantité d'arbitres au sein de la CLI. Nous avons investi des millions de dollars pour accélérer les procès. C'est ça les faits. C'est ce qui s'est produit. Il y a eu des augmentations des audiences. Il y a eu plus d'audiences. Nous avons réduit les arrêts. Et nous essayons de créer de meilleures conditions pour les propriétaires et les locataires. Et aussi, il faut protéger tous les Ontariens. Pourquoi? Parce que nous augmentons les offres et notre programme fonctionne très bien. Leader parlementaire du gouvernement, vous avez un appel au règlement, oui? Dans le cadre de l'article 69, j'aimerais vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. En ce qui a trait aux ordres du jour, cet après-midi, nous aurons la deuxième lecture du projet de loi 72, ensuite la deuxième lecture du projet de loi 76. Lundi, le 1er décembre, dans l'après-midi, on aura deux débats de deuxième lecture, le projet de loi 27. Ensuite, troisième lecture du projet de loi 25. Mardi prochain, le matin et l'après-midi, nous aurons le débat de deuxième lecture du projet de loi 45. Le 3 décembre, dans la matinée, on aura la deuxième lecture du projet de loi 45. Ensuite, on reprendra à 13 h et dans l'après-midi, avant la fête de Noël, on aura une période pour rendre hommage à certaines personnes et chaque parti aura un temps imparti pour leur discours. Et jeudi prochain, on ne sait pas encore ce qui va se passer. C'est à déterminer. Conformément au règlement 36A, le député d'Ottawa-Sud a donné son avis d'insatisfaction par rapport à la réponse qui a été donnée par le ministre des Finances dans le secteur de la fabrication. Ce débat aura lieu mardi